Bonjour, Mesdames, Messieurs, Monsieur Stübben, Monsieur Michler. Je me réjouis d'être présent aujourd'hui parmi vous. Je vous félicite pour cette très belle manifestation et je salue également tous les projets que vous avez lancés sur Internet, notamment ces films d'initiation et d'information pour les enfants qui ont été vraiment joliment faits. Merci. Le thème sur lequel je vais référer aujourd'hui est celui de la maladie de Parkinson, modulation par le sport. Donc, la question sera de voir comment juguler ou influer sur la maladie par l'activité physique, le sport. Ma collègue, le Dr Berg, en a déjà parlé succinctement. La maladie de Parkinson, vous le savez, a une évolution en phase. Après le premier diagnostic, il y a souvent ce que nous qualifions de la période de honeymoon ou lune de miel, car c'est une période où on sait que quel que soit le médicament utilisé, employé, eh bien ça fonctionnera plus ou moins. Mais sur le long terme, bien évidemment, il faudra être plus nuancé pour accompagner les 10-20 ans. Au cours de l'évolution de la maladie, par exemple au bout de 3-5 ans, il y a l'apparition de complications moteurs très disparates selon les personnes. Les patients nous indiquent que l'effet des médicaments commence à diminuer, qu'ils ressentent plus de douleur, leur humeur se dégrade, donc ce ne sont pas uniquement des symptômes moteurs ou physiques. Ce qu'on peut faire contre cela tourne toujours autour de l'idée d'avoir une stimulation continue au niveau de la dopamine, et pour cela il y a différentes approches, soit une posologie, un dosage fragmenté, donc plus souvent, ou alors L-dopamine posologie sous forme liquide. Excusez-moi, je dois revenir en arrière, j'étais un peu trop rapide. Donc, ou alors, on recourt à la dopamine et les agonistes dopaminergiques à 1 à 2 fois par jour. Donc, dosage, posologie différente. Au bout de 5, 8, 10 ans, ce qu'on constate, c'est qu'il y a dégradation des symptômes physiques, il y a une forte fluctuation, il y a des périodes de mauvaise mobilité, mais également des périodes où il y a une surmobilité, pour ainsi dire, où on est très agité, et puis des symptômes qui sont dopamine résistants, essentiellement de type axiaux, ce qui signifie que cela entraîne des troubles au niveau de la marche, de la posture et de la parole. Des symptômes sur lesquels on influe peu avec les médicaments. Ce qui est mis en avant en rouge pose la question de savoir s'il y a des alternatives à la médication classique, donc telles que la stimulation cérébrale, mais ça c'est encore un autre thème qui sera abordé un peu plus tard par mon collègue le Dr Kruger. Donc la question qui préoccupe mon intervention se pose essentiellement dans la période à partir du diagnostic et jusqu'à 3 ans, plus ou moins après, donc la période de lune de miel, où on entame une thérapie et où on se pose la question de savoir, certes, on donne aux patients des médicaments, mais peut-on recourir également par le biais de compléments alimentaires et de l'exercice physique à influer sur la maladie? Et il y a le médicament Rasagaline, par exemple, dont on dit qu'il a un effet modulateur sur la maladie, mais ça reste à prouver sur le long terme. Il y a beaucoup de controverses autour de cela. Les études ne sont pas assez approfondies en la matière. Pour l'instant, on est un peu pieds et poings liés en la matière. Donc c'est pour cela qu'on se concentre essentiellement sur l'activité physique. Et ce que je souhaite par mon intervention, c'est vous indiquer que le sport, en effet, a des répercussions positives sur la
maladie. Dans l'absolu, on entend parfois également des arguments contre l'activité physique. On dit, par exemple, plus d'activité physique accroît le risque de chute. Le sport n'est pas toujours positif parce qu'il peut se traduire par des risques de complications cardiovasculaires plus importants, que le sport augmente la fatigue. Et puis, ce que j'entends souvent dire, c'est que le sport, au final, se traduit par une plus forte consommation de L-Dopa. Ensuite, il y a également certains auteurs célèbres anti-sport, comme Oscar Wilde, qui disait « Pour retrouver ma jeunesse, je ferai tout au monde, excepté de prendre de l'exercice, de me lever de bonne heure ou d'être respectable. » Ou encore Henry Ford, qui disait « Le sport est une ineptie. Quand tu es en bonne santé, tu n'en as pas besoin, et si tu es malade, c'est pas le moment de le commencer. » Donc, pour quelqu'un qui avait comme principal produit la voiture, on comprend qu'il ait eu ce type d'idée. Et Churchill, quant à lui, son fameux mot « no sports » est connu de tout le monde. En fait, il y a bel et bien des arguments en faveur de plus d'activité physique et du sport. Eh bien, pourquoi disons-nous cela? Parce que tous les domaines médicaux nous montrent qu'il y a une corrélation entre le sport et la réduction des facteurs engendrant les maladies cardiovasculaires. Il en est de même pour l'impact du sport sur le cancer du sein, le cancer de l'intestin, le diabète de type 2 et l'adiposité, obésité. Donc, le sport ou la science du mode de vie, lifestyle, comme on dit, montre concrètement que selon le mode de vie, si on a des contacts sociaux, si on a une activité cérébrale et physique régulière, cela est très bénéfique. Il y a également des études épidémiologiques qui nous confortent en cela. Donc, qu'avons-nous fait? On a pris un nombre important de personnes plus âgées que 65 ans, 1740 au nombre total, qui ne connaissaient aucun déficit cognitif, auquel on a posé la question suivante. Quel est le nombre de fois par semaine où vous avez été actif 15 minutes par semaine? Donc, on entend par activité physique la promenade, la randonnée, la natation, le vélo, l'aquagym. Et on a observé ces personnes sur le long terme, constatant qu'à l'issue de 6,2 années en moyenne, sur ces 1740 personnes, 158 personnes avaient développé le symptôme d'Alzheimer. Et on a constaté que parmi ces personnes, eh bien, c'était les personnes qui étaient essentiellement, qui avaient une activité essentiellement de moins de 3 fois par semaine de sport, qui avaient une probabilité plus élevée d'être atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a une kyrielle et légion d'études et de recherches sur la performance cognitive et la corrélation avec le sport. Il y a eu également des recherches sur des femmes âgées de plus de 65 ans. Des études sur le long terme montrent également clairement que l'activité physique est très bénéfique sur la performance cérébrale et physique des personnes. Donc, qu'en est-il de la maladie de Parkinson? Nous avons en la matière 1 à 2 études qui tentent même à montrer au final que l'activité physique réduirait même le risque de développer la maladie de Parkinson. Ça, c'est une étude de l'année 2010 et subséquemment, on pourrait dire que peut-être le manque d'activité physique de certaines personnes était un premier signe de Parkinson. Ça, ce sont des premières réflexions qu'on a parce que pendant longtemps, on a dissocié ces deux aspects. Mais ce qu'on constate véritablement, c'est que l'activité physique semble réduire le risque de développer la maladie de Parkinson. Qu'en est-il du rôle de l'activité physique une fois que le diagnostic est posé? Eh bien,
Dans ce cas également, il y a plusieurs méta-analyses qui se recoupent au niveau des études. Un extrait de 300-402 études montre qu'il y a une influence positive sur la fonction corporelle. Et la fonction corporelle, je l'aborderai de façon un peu plus détaillée plus tard, est très importante ou est mesurée également selon l'échelle qu'ont les neurologues pour justement évaluer votre mobilité au niveau des bras et des jambes. Et on a constaté qu'il y avait un effet positif sur les paramètres de l'échelle. L'activité physique se traduit également par un effet positif sur la qualité de vie, sur la puissance musculaire, l'équilibre, la marche. Il y a moins de chutes, risque de chute amoindri, et au final, positif sur l'humeur, moins de dépression. Récemment, on a trouvé, l'année dernière, effectivement, une étude a été publiée qui a prouvé l'effet positif d'exercice physique sur le rendement intellectuel et les facultés mentales. Par la suite, j'aimerais maintenant vous expliquer les mécanismes d'action du sport et j'aimerais bien parler d'un entraînement ciblé, d'un entraînement aérobe qui permet d'améliorer la plasticité neuronale. Madame le professeur Berg l'a déjà montré sur 2 slides et là il s'agit donc d'améliorer les capacités motrices et cognitives. Et j'aimerais bien aborder les sujets de la neuroprotection et de la neurorestauration et je vais dire ce que l'on peut faire par des exercices intensifs et après je vais parler de facteurs généraux de la santé du cerveau. Ce ne sont là pas des facteurs spécifiques mais des facteurs généraux qui permettent de maintenir en bonne santé les cellules et les nerfs. Alors, de quoi disposons-nous? La plupart des approches finalement vise la marche et l'équilibre. Et de manière exemplaire, j'aimerais vous montrer les types de sports pour lesquels il existe des études. Je ne vais pas montrer à chaque fois les études, mais dans tous les domaines, nous avons obtenu de bons résultats. C'est le tai chi, c'est bon pour l'équilibre et la stabilité. On peut faire du vélo, la boxe. Il existe une étude sur la boxe, on le fait aussi dans notre clinique. Il y a des parkinsoniens qui s'entraînent à la boxe, mais le mieux, c'est vraiment le tapis roulant. Et c'est très très positif parce que vous pouvez très bien influencer les différents paramètres. Sur un tapis roulant, vous pouvez influencer la vitesse, le degré de la montée et selon l'avancée de la maladie, vous pouvez aussi permettre la perte de poids. On peut perdre du poids avec un tapis roulant. Vous êtes dans des ceintures. Ça s'adapte très bien pour des personnes qui sont déjà plus instables. Cela leur permet de marcher plus longtemps. Et c'est l'intensité qui compte ici. On ne peut pas s'en passer. Nous avons aussi acquis un engin que l'on peut monter au plafond et là, les personnes peuvent être soulevées et marcher librement. Elles sont protégées et on n'a pas besoin de craindre les chutes. Qu'est-ce que ça apporte, le tapis roulant? Eh bien, finalement, ça a montré que ça améliore la vitesse de la marche, la longueur des pas et la cadence. Donc ce sont les pas par minute, la stabilité posturale, le rythme de la marche, ainsi que l'agilité des articulations. Tout ça, ce sont des paramètres où il est clair qu'on peut s'entraîner et après, on peut espérer que la situation s'améliore. Ce qui est très bien ici, grâce à l'entraînement sur le tapis roulant, on peut constater
constater des effets sur des symptômes qui normalement ne sont pas visés, et ce sont donc les symptômes du Parkinson. Je reviens au finger tapping. Et là, on peut se demander comment est-ce que l'agilité des doigts est améliorée si je fais du jogging sur un tapis roulant. Eh bien, on pense finalement que c'est vraiment un schéma moteur, à savoir comment est-ce que j'apprends quelque chose, comment est-ce que je mets en œuvre des mouvements et on peut croire qu'il y a des transferts vers d'autres domaines. Et ce qui est la particularité du tapis roulant, nous avons des effets à long terme. Le problème de la thérapie du Parkinson, c'est toutes les activités physiques qui sont effectuées. C'est toujours la question de la durabilité qui sont posées. Toutes les études montrent qu'il y a un effet positif, mais ça ne suffit pas lorsqu'on le fait une fois, mais il faut que ces activités soient exercées de manière durable pour en avoir un effet sur 6 mois ou sur 1 an, voire plus longtemps encore. Une deuxième chose que j'aimerais présenter ici, c'est la Big Therapy. Beaucoup d'entre vous savent certainement ce que c'est. C'est une thérapie qui est un peu à l'interface, d'après ce que je vois, entre le sport et la physiothérapie. Parce que souvent, ce sont les physiothérapeutes qui proposent cette thérapie. Quel est le principe de la Big Therapy? Eh bien, il s'agit de faire des mouvements très larges, très généreux, et ce qui est bien, c'est que cela répond aussi aux théories de l'apprentissage de la marche. Il y a un principe de l'isosynchronicité, et lorsque je fais des mouvements d'une longueur différente dans ce cadre-là, donc lorsque je prends un stylo qui est plus près de vous et si après je prends une tasse de café qui est plus éloignée, ce sont des trajets d'une longueur différente, mais vous mettez le même temps. Donc vous allez effectuer le mouvement plus lent avec plus de vitesse. Et c'est aussi le principe de la Big Therapy, à savoir le grand mouvement est effectué plus rapidement. Et le tout, si vous voulez, c'est le développement issu de logopédie. Ce sont donc des groupes de chercheurs qui ont développé cette méthode. Et la Big Therapy se prête particulièrement à des patients qui sont moins touchés à un stade précoce. Donc, il faudrait quand même avoir un équilibre assez stable. Et on voit ici de quoi on a besoin, à savoir 1 heure par jour d'exercice physique, et ceci au moins 4 fois par semaine. Et ceci sur 4 semaines. Donc, 16 heures. C'est une étude qui a été très bien réalisée. On a saisi différentes données et on a pu montrer que grâce à la Big Therapy, on peut améliorer le fait de saisir des objets. Et on peut aussi améliorer la marche. Le mécanisme d'action, c'est donc une pratique ciblée et ça a à voir avec l'apprentissage moteur, j'avais déjà dit, et c'est pourquoi j'aimerais faire une petite excursion pour revenir aux différents systèmes de la mémoire, pour mieux comprendre quel est le problème de Parkinson. Si on a ici le cerveau avec la mémoire, si vous voulez, on a 2 systèmes. D'un côté, nous avons la mémoire déclarative. Vous pouvez vous imaginer que ici, toutes les choses sont enregistrées, donc les connaissances sémantiques, les faits. Si vous vous rappelez votre congé, c'est donc la mémoire déclarative. C'est ce que vous faites consciemment. Et après, l'autre cerveau, c'est donc la mémoire non déclarative. C'est toutes les choses qui se passent de manière non consciente. Une partie de la mémoire non déclarative, c'est la mémoire procédurale. Et c'est cette partie qui est touchée par Parkinson, car elle transfère des mouvements inconscients automatisés. Et c'est exactement là où les personnes concernées ont du mal, à savoir à effectuer des mouvements inconscients, à savoir des mouvements tout à fait simples pour les faire de manière inconsciente. Cela dépend du striatum
striatome cérébellique et du cervelet qui sont concernés par le Parkinson. Et avec toutes les choses que je vous montre ici, eh bien, il s'agit de montrer d'un côté, dans ces structures-là, donc il s'agit de réapprendre, ou bien par le fait de se rendre conscient des mouvements, donc d'utiliser cette partie du cerveau qui n'est pas touchée. Et donc, lorsque j'effectue un mouvement de manière consciente, lorsque je me dis il faut que je fasse des mouvements larges, et si vous voulez, c'est donc une autre partie du cerveau qu'on va utiliser. L'idée de cette pratique ciblée, c'est que toutes les régions du cerveau, ça c'est juste un exemple, que toutes les régions du cerveau qui sont responsables du mouvement sont entraînées. Et maintenant, on sait que, parce que dans le passé, on croyait que les Parkinsoniens ne peuvent pas apprendre. Mais c'est faux, ils peuvent apprendre, mais il leur faut plus de répétitions et des activités plus intensives et des répétitions. C'est ça donc l'idée de la pratique ciblée. Ce qui vient encore se rajouter, c'est le feedback. Le feedback est extrêmement important. Et pourquoi? Alors, il s'agit de surmonter des obstacles. On pourrait croire que c'est une publicité, mais ce qu'on veut dire par là, c'est le shaping. Du côté des thérapeutes, il faut toujours être amené aux limites, à savoir, il faut que le mouvement soit le plus large que possible. Il faut vraiment essayer de toujours optimiser, sinon on arrive à la paresse normale, parce qu'après on va retomber dans les mouvements plus courts. Et nous sommes tous paresseux et on préfère faire une répétition de moins que nécessaire. C'est pourquoi ce shaping, c'est vraiment essentiel pour l'apprentissage. Sinon, on ne peut pas apprendre. La motivation, c'est très très important. C'est un aspect essentiel de la big thérapie. Par exemple, nos deux premiers thérapeutes ont été envoyés aux États-Unis pour leur formation. Et aux États-Unis, on est extraverti, on fait beaucoup de compliments et on dit vous êtes les meilleurs. Et les deux thérapeutes, elles viennent du nord de l'Allemagne, elles sont un peu plus calmes. Au début, elles avaient un peu de mal avec cette méthode, mais maintenant, elles adorent faire ça. Ça, c'est donc le deuxième principe. Et le troisième, ce sont donc des mouvements automatisés qu'on doit faire de manière consciente. Et grâce à cela, enfin, ceci nous permet d'arriver à un autre point. Nous avons des défis cognitifs et ceci permet aussi d'entraîner les capacités intellectuelles. Pour revenir à la neurorestauration, on n'est pas obligé d'entrer dans les détails, mais j'aimerais résumer rapidement. Madame le professeur Berg l'a déjà dit. Ce sont donc les terminaisons nerveuses avec les synapses et les apophyses épineuses qui sont donc touchés parce qu'il y a un manque de dopamine et parce qu'il y a de l'inactivité. Donc, ils sont en cours de régression et donc on pense que, et ça c'était vraiment un examen déterminant, non pas par rapport à Parkinson pour qu'il puisse se redévelopper, mais grâce à l'activité et le message ici qui est passé que à ce niveau des transmetteurs et des synapses, eh bien, on peut arriver à un meilleur transfert de la dopamine, ce qui peut améliorer les mouvements. Et donc, c'est le concept de la neurorestauration. Et évidemment, il faut être très prudent. Tout ça, parce qu'il s'agit de tests effectués sur des animaux. Mais bon, il faut commencer par quelque chose. Et si vous dites mon cerveau n'est pas le même que celui d'une souris, mais ce sont quand même des principes qui sont comparables lorsqu'on regarde les synapses ou les apophyses épineuses. Maintenant, je passe au troisième point, à savoir les facteurs généraux. Eh bien, ici, on sait que l'activité qui permet d'améliorer la circulation sanguine du cerveau et qui permettent à la nouvelle genèse de cellules et dans le domaine de l'hippocampus et dans le striatum, nous avons une activation du système immunitaire où les transmetteurs, les cytokines qui sont positifs sont
soit augmentée, où les infections peuvent être réduites. Et puis l'autre point, la neurogénèse. Est-ce qu'on peut vraiment provoquer la nouvelle production de cellules nerveuses? Là, il n'y a pas encore d'étude qui a pu prouver cela pour la maladie de Parkinson. Donc, voilà en ce qui concerne les facteurs généraux. Malheureusement, pour ce transparent, je n'ai pas de référence comme pour Madame Petzinger, mais ce qu'on peut résumer, retenir est ce qui suit. Nous avons le principe de l'exercice physique, d'un exercice ciblé, d'un exercice aérobique avec une fonction d'entraînement, et cela a une répercussion, c'est ce que nous montrent les essais sur animal. Nous avons des répercussions positives sur les neurotransmetteurs, les récepteurs, et d'autres éléments qui sont importants pour la maladie de Parkinson, également sur les apophyses épineuses. Autre élément positif sur la circulation sanguine, le système immunitaire, les facteurs de croissance et la neurogénèse. Toutefois, concernant la neurogénèse, avec encore un point d'interrogation, ça concerne l'environnement dans lequel est le cerveau, et on semble pouvoir penser que cet exercice physique renforcerait, améliorerait l'apprentissage, les performances cognitives et par là même la motricité, et en règle générale endurer un mieux-être général. Mais néanmoins, cela ne signifie pas que l'exercice physique est la panacée. On a quand même besoin d'une base médicamenteuse. Néanmoins, si on rajoute à cette base médicamenteuse un exercice physique ciblé, eh bien, je pense qu'on peut dire à juste titre qu'on est en mesure d'influer de façon positive sur l'évolution de la maladie. Ma collègue, Madame Berg, disait à l'instant qu'elle est stricte dans ce qu'elle dit à ses patients, et moi aussi je suis stricte. C'est vrai, quand je parle à mes patients, je leur donne immédiatement une recommandation stricte qui est celle de faire du sport. Parce que, comme je vous ai montré, il y a des effets indéniables, qu'il s'agisse du tapis de course, de la randonnée nordique, la boxe ou autre. Faites quelque chose. Tout, mais c'est pas le massage. C'est pas de massage dont je parle. Il faut être active, et être active, ça signifie qu'il faut aller au-delà de sa paresse, qu'il faut avoir une certaine intensité, un certain rendement au niveau de l'exercice physique, et au final, on retrouve tout cela également au niveau de la physiothérapie, de l'ergothérapie, de la logopédie, et c'est important pour la maladie de Parkinson à cause de ses effets répétitifs. Je parlais tout à l'heure de la méthode BIG, mais il y a également la méthode Lee Silverman Voice Therapy, LSVT, qui est une thérapie des compétences qui concerne le langage, et cette thérapie a abouti indéniablement, c'est prouvé, à une amélioration du langage. C'est une formation, un entraînement intensif avec 16 unités de thérapie allant de 45 à 60 minutes. Cette thérapie consiste à entraîner sa voix, donc à parler de façon à voix élevée également. Et ça a apporté ses preuves. C'est une thérapie parmi d'autres. Mais le point commun de toutes ces thérapies, c'est l'itération. En fait, le fait de reproduire, de répéter toutes ces unités. Je parlais à l'instant de la paresse qu'il faut vaincre. Quels sont les autres principes? Il y a la stratégie du cueing, c'est-à-dire, par exemple, si on constate des problèmes au niveau de la démarche, de se concentrer sur les membres inférieurs. Ensuite, développer des stratégies de mouvement, d'exercice cognitif. Il faut apprendre également des séquences de mouvements.
Autre principe de thérapie est celui du dual tasking, donc des doubles tâches, à savoir apprendre à faire deux choses, ou plutôt cesser de faire deux choses en même temps, mais de se concentrer pendant l'entraînement sur une chose. Il faut un effort pendant l'entraînement, il faut une répétition et il faut avoir également un feedback. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il faut être accompagné de professionnels et que ça se montre très efficace et avoir un entraînement où on reçoit un feedback, de la motivation, où on est recalibré dans ces exercices, c'est primordial. Et ce n'est qu'une fois tout cela réuni qu'on retrouvera ces répercussions positives sur le cerveau telles que décrites à l'instant. Toutefois, le désavantage de cette intensité d'entraînement, il y a des études qui le montrent, est que ces thérapies de forte intensité ont un taux d'échec de 30%, c'est-à-dire échec au sens que 100 personnes débutent et sur le long terme, il n'y en a plus que 70 qui continuent. Et ça, c'est un problème, d'autant plus qu'on sait qu'un nombre important de personnes atteintes de Parkinson sont atteintes de dépression, d'adédonie, d'apathie. Et parfois, quand elles se trouvent confrontées à une personne qui leur dit « Eh bien, il vous faut être actif », c'est pas évident. Donc, il faut trouver un mécanisme pour atteindre ces personnes, comment les attirer, les motiver à aller au-delà de cette apathie et de faire de l'exercice. Ensuite, une autre approche importante que nous privilégions aux cliniques Segeberg, ce sont des activités d'accompagnement qui reposent sur les mêmes principes que la thérapie, à savoir le chant, la danse, la musique, le théâtre. Le chef de ces groupes d'activités, quand il me voit, il me dit « Arrête de me parler de la thérapie LSVT, moi, je vais faire ça par le biais du chant. Je ne peux pas tout simplement dire « Ah » sur un long laps de temps. » Donc, c'est ce qu'on a fait, proposer cette thérapie LSVT par le biais du chant. Le chant, c'est un excellent exercice où on travaille également sa respiration. Les répercussions sont positives. Quand on parle de musique, cela signifie la musique active, la musique rythmique, la musique avec des processus stimulants, ou alors l'activité théâtre. Un acteur, par exemple, doit faire preuve de beaucoup de mouvements, doit apprendre un long texte, donc c'est toujours l'idée d'activité. Et enfin, la danse, c'est l'activité, il faut le dire, qui s'est avérée la plus probante, au meilleur résultat. Nous avons des physiothérapeutes également dans nos cliniques et parfois ils froncent des sourcils quand ils voient un peu ces comparatifs, mais il faut l'avouer, la danse, le groupe par exemple qui danse régulièrement le tango a des chiffres très éloquents au niveau des résultats. Regardez les deux comparatifs, le groupe qui fait de la physiothérapie et le groupe qui fait de la danse tango, eh bien le groupe de tango a de meilleurs résultats même que le groupe de la physiothérapie. Néanmoins, ni le tango ni la physiothérapie, il faut le dire, n'ont d'impact sur le fait de pouvoir faire deux tâches en même temps. Enfin, pour le tango, ce qu'on constate, c'est qu'on arrive à mieux obtenir l'adhésion des personnes à long terme. Elles se désistent moins. Donc ça, c'est une bonne approche. Et si je vous dis tout ça, c'est au final pour vous montrer qu'il ne faut pas uniquement se concentrer sur une approche médicamenteuse. Aussi bien le processus médicamenteux que non médicamenteux montre qu'on a une panoplie d'instruments à sa disposition et à chacun de trouver l'instrument le plus idoine pour son cas. La physiothérapie ou la danse ou le sport, ce n'est peut-être pas
attirant pour tout le monde, mais chacun néanmoins trouvera quelque chose dans cette panoplie d'approches présentées, car tous ces instruments ont fait leur preuve. Cette intensité d'entraînement, cette répétition a un effet positif sur le système nerveux et concernant les activités artistiques, eh bien c'est indéniable. Cela améliore l'humeur, vous donne de la joie de vivre, vous sort de votre isolement, vous permet de participer à des activités de groupe, d'être entouré de personnes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai pu vous fournir des arguments convaincants qui vous inciteront à faire plus d'activités physiques. L'idée n'est pas toujours d'être aussi stricte, comme le disait Madame Berg, mais vraiment de vous inciter à être actif. Et si vous le souhaitez vous rendre dans le nord de l'Allemagne, sachez que vous êtes les bienvenus et que pour la 3e fois l'année prochaine se tiendra un symposium avec le thème La médecine à la rencontre de l'art. C'est un symposium qui se consacre aux accompagnants, aux aidants, aux personnes concernées par la maladie de Parkinson. Il y aura une première journée concernant aux aspects scientifiques et une deuxième aux aspects artistiques avec différents ateliers de chant, de théâtre, de danse. Et nombreux sont mes patients qui au début étaient très réfractaires à ce type de manifestation et ont fini par sauter le pas à y aller et ont été emballés. Donc merci de votre attention.